L'histoire commence, alors que nous voyons notre héros parler de la manière dont il a été harcelé au collège, ce qui l'a poussé à se renfermer sur lui-même. Un jour, alors qu'il est sur son téléphone, il est soudainement enveloppé par une immense lueur et se retrouve devant une déesse qui le félicite d'avoir été choisi pour être réincarné. Réalisant qu'il est probablement décédé dans sa chambre, il entend la déesse l'avertir que le nouveau monde valorise uniquement la puissance magique, et elle lui promet un petit coup de pouce. En entendant cette offre incroyable, notre protagoniste décide qu'il devrait essayer de reproduire sa vie recluse dans ce nouveau monde, espérant passer ses journées à regarder des animes et jouer aux jeux vidéo. Ainsi, notre protagoniste est réincarné en tant que bébé, et il aperçoit un roi qui s'adresse à sa femme Giselotte, heureux de voir que leur enfant est un garçon et qu'il possède un insigne royal comme marque de naissance. Déduisant que ses parents sont de la royauté, notre protagoniste se réjouit à l'idée d'une vie facile, mais il remarque que le roi fait évaluer son potentiel avec une boule de cristal. Le roi, issu d'une lignée purement royale, et sa femme, une puissante aventurière, espèrent que leur fils atteindra un niveau de mana d'au moins 40 ou 50. Cependant, ils sont déçus lorsque l'orbe révèle que le niveau maximal de mana du protagoniste est de 2. En plus de cela, l'orbe indique que le protagoniste n'a aucune affinité élémentaire et ne peut utiliser que la magie de barrière, ce qui déçoit le roi et la reine. Craignant de devenir la risée des autres nobles, le roi et la reine décident de feindre la mort de leur enfant, affirmant qu'il est décédé à la naissance, bien qu'il soit peiné d'avoir déjà donné au protagoniste le nom de Reinhardt. Choqué que ses parents ne veuillent pas de lui, le protagoniste entend le roi ordonner à ses serviteurs de l'abandonner dans une forêt voisine, impuissant à réagir. On passe à la déesse qui l'a réincarné, elle discute avec un autre dieu et admet qu'elle a accordé à notre protagoniste un niveau trop élevé, ce que l'orbe ne pouvait pas détecter, et qu'elle a oublié de lui donner des affinités élémentaires. Plus tard dans la nuit, nous voyons notre protagoniste recroquevillé dans une couverture, luttant pour bouger. En testant sa magie de barrière, il imagine un cube et parvient facilement à en créer un. En testant différentes couleurs et formes, le protagoniste se demande s'il peut s'entourer d'un cube et est impressionné lorsqu'il réussit à se soulever avec sa magie de barrière, heureux de savoir qu'il peut au moins fuir en cas de danger. Mais il est pris de court lorsqu'un monstre s'approche en douce, l'obligeant à dresser une barrière juste avant d'être dévoré. Surpris par la solidité de sa barrière, notre protagoniste bombarde le monstre avec des cubes, mais, voyant qu'ils n'ont aucun effet, il tente ensuite de lui lancer des arbres. Le monstre ne cédant toujours pas, le protagoniste soulève un énorme morceau de terre avec sa barrière, prêt à écraser le monstre, mais il entend soudain la créature parler. En s'arrêtant pour discuter, notre protagoniste refuse le nom de Reinhardt et se présente comme Haruto, puis voit la créature s'excuser, expliquant qu'elle voulait simplement reconstituer son mana en le dévorant. Sachant que son corps est encore trop jeune pour parler, Haruto entoure ses cordes vocales d'une barrière, capable de les faire vibrer pour émettre des sons. Choqué qu'un bébé parle, la créature se demande qui est ce Haruto, ce qui pousse Haruto à se présenter et à dire qu'il a été abandonné. Sentant une grande quantité de mana émanant de lui, la créature demande avec insistance si Haruto est le roi démon réincarné. Ne voulant pas que la créature découvre qu'il était un reclus sans emploi, Haruto prétend être le roi démon, effrayant la créature, qui offre alors sa vie à Haruto. Voyant la créature être si dramatique, Haruto lui dit qu'il la laissera vivre tant qu'elle ne tente pas de l'attaquer. Reconnaissante d'être épargnée, la créature se présente comme un flamme fan rire, mais Haruto l'appelle simplement Flay avant de partir. Alors qu'il s'éloigne, Flay l'arrête, expliquant que le fait de lui avoir donné un nom a créé un pacte de maître et serviteur entre eux. Ne comprenant pas ce qu'il vient de faire, Haruto commence à perdre conscience, n'ayant rien mangé depuis sa naissance. Prête à tout pour son maître, Flay se transforme en forme humaine, mais réalise qu'elle n'a pas de vêtements, ce qui pousse Haruto à la couvrir avec un sort de barrière. S'excusant pour son impolitesse, elle se demande quoi donner à manger à Haruto, mais entend soudain quelqu'un approcher de loin. En voulant tuer le ranger, Flay reçoit l'instruction de résoudre pacifiquement tout conflit en premier, en lançant une barrière qui permettra à Haruto de lui parler à distance. En confrontant l'homme, Flay exige de savoir pourquoi il est là, apprenant qu'il est un parent des parents d'Haruto venus pour secourir l'enfant abandonné. Accusant l'homme d'utiliser un bébé pour des motifs inavoués, Flay réalise son erreur lorsque l'homme révèle qu'il a apporté du lait maternel pour Haruto, qui est ravi de pouvoir enfin se nourrir. Toujours méfiante, Flay demande les véritables intentions de l'homme, apprenant qu'il a perdu son propre enfant dans le passé et souhaite se racheter en prenant soin de Haruto. Ému par cette histoire tragique, Flay conclut que cet homme est plus qualifié pour élever son maître, mais déclare qu'elle n'acceptera qu'à condition d'être son assistante personnelle. Avec l'accord de Flay et de l'homme, celui-ci aide à détruire le berceau de Haruto pour simuler la mort de l'enfant. 9 ans plus tard, Haruto vit au sein de la famille du margrave Gold avec une mère, un père et une sœur cadette nommée Charlotte. Heureux de vivre avec une famille aimante, Haruto remarque que Charlotte est très timide avec lui, ce qui attire l'attention de Flay, qui leur dit de se rapprocher d'une manière ou d'une autre. Voyant que Charlotte est très proche de Flay, Haruto ressent de la jalousie en les observant jouer ensemble dehors.
En voyant Haruto les fixer sans expression, la mère de celui-ci le réconforte en expliquant que Charlotte est simplement timide et ne sait pas comment se comporter avec des garçons de son âge. Entendant cela, Haruto se demande si Charlotte sait qu'il est en réalité un adulte réincarné dans le corps d'un jeune garçon, mais il entend sa mère lui rappeler qu'il héritera un jour de leur fortune et lui suggère de jouer de temps en temps avec Charlotte au lieu de s'enfermer dans sa chambre. De retour dans sa chambre, Haruto pense à fuir pour vivre une vie indépendante, mais sait que cela rendrait Flay dévasté et que sa famille se sentirait trahie. Haruto révèle que, pendant qu'il s'était isolé, il avait fabriqué un robot à son image. Cependant, le robot n'est pas encore capable de parler. Se demandant s'il pourrait créer des copies robotiques d'autres personnes, il est soudainement appelé par son père dans la cour. Ce dernier lui annonce qu'il va l'entraîner à manier l'épée, inquiet de voir Haruto gâcher sa vie en pensant qu'il a un faible niveau de mana. Haruto évoque alors ses recherches en magie ancienne, ce qui surprend son père, mais celui-ci souhaite tout de même voir si Haruto a un potentiel en tant qu'épéiste. Lorsqu'il se prépare à s'affronter, Haruto ressent l'aura puissante de son père, qui a été guerrier toute sa vie et porte le titre de marteau de guerre fracassant la terre. Enveloppé de sa barrière, Haruto bondit rapidement vers son père, brandissant son épée en bois, mais son père esquive, et l'épée de Haruto se casse en deux en frappant le sol. Son père, choqué, remarque un énorme trou là où l'épée de Haruto a atterri. Prenant une posture de combat pour évaluer les compétences de son fils, il balance son épée vers Haruto, qui esquive sans effort son coup. Son père est stupéfait, sachant que seuls les guerriers de niveau 30 et plus peuvent esquiver de cette manière. En repensant à ses tentatives passées pour mesurer son niveau de mana, Haruto constate qu'aucun changement n'était jamais apparu. Il en déduit que la déesse, en échange de son faible niveau de mana, lui a probablement donné un potentiel illimité en magie de barrière. Sachant que son fils a encore beaucoup à apprendre, le père de Haruto continue son entraînement, tandis que Charlotte les observe. Ce soir-là, le père de Haruto discute avec sa femme pendant que Charlotte est allongée sur les genoux de sa mère. Il lui révèle que Haruto possède des compétences incroyables et se demande s'il pourrait être le descendant d'un démon, ayant entendu des histoires sur la famille royale expérimentant avec des démons. Refusant de croire une telle chose, la mère de Haruto attribue cela à l'insigne royal, qui pourrait provoquer des traits étranges, expliquant pourquoi une créature démoniaque comme Flay est si proche de Haruto. Néanmoins, les parents de Haruto affirment qu'ils continueront à l'élever comme un enfant normal, sans savoir que Charlotte écoute toutes leurs conversations. Allongé dans son lit, Haruto remarque que son père a été très occupé récemment, ce qui lui permet d'échapper à l'entraînement à l'épée. Soudain, en entendant des cris à l'extérieur, il utilise sa magie de barrière pour localiser l'origine du bruit et découvre plusieurs personnes blessées. Confrontant son père, Haruto apprend que ce dernier et ses hommes ont tenté de chasser des voleurs qui terrorisaient leur terre, mais ont sous-estimé leurs ennemis et ont été attaqués en embuscade, blessant sévèrement ses hommes. Voyant son père sur le point de craquer, Haruto retourne dans sa chambre, mais entend Flay insulter son père. Il la réprimande, puis soigne tous les soldats blessés. Cette nuit-là, Flay attend Haruto devant sa chambre pour s'excuser de ses paroles contre son père. Ensemble, ils explorent les alentours et découvrent plusieurs hommes campés à proximité. Haruto comprend qu'il s'agit de bandits et de chevaliers, mais trouve étrange que des hommes si faibles aient pu blesser gravement les troupes de son père. Il soupçonne la présence d'un traître dans leur rang et décide de résoudre le conflit rapidement. Avec Flay, il se dirige vers le camp des bandits, observé de loin par Charlotte. Sur place, le chef des bandits se réjouit de leur attaque surprise contre le père de Haruto, même s'ils n'ont pas réussi à éliminer le célèbre marteau de guerre fracassant la terre. Soudain, Haruto et Flay apparaissent. Les bandits brandissent leurs armes mais sont immobilisés par la magie de Haruto. Lorsqu'un des hommes menace Haruto, celui-ci l'envoie contre un mur, puis interroge les autres. Il apprend que les bandits sont des chevaliers de l'Empire, un royaume voisin, envoyés pour semer le chaos. Réalisant que quelqu'un d'influent souhaite s'emparer des terres de son père, Haruto n'a plus de questions à poser et ordonne à Flay de détruire le camp, ce qu'elle fait en éliminant tous les ennemis. En traversant la forêt, Haruto réfléchit à la nécessité de mieux comprendre la politique de ce monde. Cependant, il décide d'abord d'informer son père de manière anonyme de ce qu'il a découvert. Le lendemain matin, le père de Haruto, tenant Charlotte sur ses genoux, apprend que les bandits ont été éliminés ou capturés. Inquiet des intentions de l'Empire, il se demande qui a pu tuer les bandits. Il déduit que la personne responsable est froide, calculatrice et capable d'utiliser la magie du feu, ce qui l'amène à penser que Flay pourrait être impliqué. Charlotte, ayant remarqué que Haruto et Flay avaient quitté le château cette nuit-là, quitte précipitamment la pièce de son père pour confronter Flay. Elle exige de savoir qui est réellement Haruto, expliquant qu'elle les a vus partir ensemble. Cependant, lorsqu'elle est entrée dans la chambre de son frère, elle l'a vu dormir dans son lit, mais cette fois, elle n'a pas senti son puissant mana. Charlotte commence à ressentir la force écrasante de Haruto, suscitant l'admiration et les interrogations. Flay, impressionné, lui révèle que Haruto est le plus puissant être existant, dépassant même ses propres capacités, mais refuse de dévoiler son identité véritable.
Cette révélation éveille encore plus la curiosité de Charlotte, qui décide de surveiller les actions de Haruto. Haruto remarque ses soupçons croissants et commence à surveiller ses propres mouvements en retour, trouvant même mignon le fait qu'elle le suive en cachette. Plusieurs jours passent ainsi, et Charlotte continue d'observer Haruto, le suivant dans ses routines quotidiennes. Un matin, alors qu'ils prennent le petit déjeuner en famille, Haruto apprend que Charlotte et leur mère vont assister à un festival annuel. Haruto propose qu'elle prenne Flay pour les protéger, mais se souvient qu'il l'a envoyé en mission pour intimider les monstres à proximité des villages. Plus tard, alors que Haruto est allongé dans sa chambre, il reçoit une alerte et découvre que sa mère et Charlotte ont été attaqués par des bandits. Les chevaliers tentent de les retenir, mais les bandits lancent des projectiles magiques, forçant la mère de Haruto à utiliser sa mana pour les bloquer. Malheureusement, elle est blessée par l'un des projectiles. Haruto guide Charlotte par télépathie pour qu'elle conduise leur mère plus profondément dans la forêt. À un certain moment, la mère de Haruto, suivant les instructions, utilise sa magie pour amortir leur chute et se cache avec Charlotte dans une grotte recouverte de magie d'illusion. Espérant qu'un héros viendra les sauver, elle décide de partir chercher de l'aide, laissant une Charlotte effrayée seule dans la grotte. Pendant ce temps, les bandits rattrapent la mère de Haruto, qui, sachant qu'elle sera torturée si elle est capturée, sort un poignard pour mettre fin à ses jours, refusant de trahir la cachette de Charlotte. Juste avant qu'elle ne puisse se blesser, Haruto intervient, détruit le poignard et la protège. Enragé par les actions des bandits, il libère un cri puissant qui les neutralise tous d'un seul coup. Dans la grotte, Charlotte ressent alors l'aura familière de Haruto, lui signalant que sa mère est en sécurité et que l'aide est en route. Quand Haruto apparaît à l'entrée de la grotte, Charlotte sort de sa cachette et lui demande s'il est le héros de justice venu pour les sauver. Se rappelant les paroles de sa mère, Haruto lui confirme qu'il est bien un héros de justice et lui demande de garder son secret, ce qui ravit Charlotte. Ainsi, le lien entre Haruto et Charlotte s'intensifie, chacun cachant des mystères et des vérités profondes, tout en naviguant les épreuves et les secrets de leur monde dangereux. Cette nuit-là, Haruto et son père apprennent que Charlotte et sa mère sont désormais escortés par Flay, et que tous les chevaliers blessés lors de l'embuscade ont été miraculeusement guéris. Curieux, le père de Haruto demande son avis sur les événements, mais Haruto essaie de détourner la conversation. Son père insistant, Haruto en profite pour insinuer qu'il pourrait y avoir un traître ayant permis l'entrée de tant de bandits dans leur domaine. Satisfait de voir son père commencer à suspecter des personnes proches de lui, Haruto entend ensuite son père mentionner une mystérieuse dame dangereuse. Avant qu'il ne puisse demander plus de détails, Charlotte, la mère de Haruto et Flay rentrent enfin chez eux. En entrant, Charlotte se précipite dans les bras de Haruto, ce qui surprend tout le monde et suscite la curiosité, car ils se demandent quand Charlotte et Haruto sont devenus si proches. Heureusement, les parents de Haruto sont heureux de voir leurs enfants s'entendre aussi bien que Flay montre des signes de jalousie face à la proximité de Charlotte avec son maître. Quelques jours plus tard, Charlotte commence à rendre régulièrement visite à Haruto dans sa chambre sans frapper, ce qui l'irrite un peu. Cependant, il trouve cela adorable et préfère cela à son ancienne attitude de méfiance envers lui. Curieuse, Charlotte demande à Haruto sur quoi il travaille, et il lui explique qu'il expérimente des sorts de surveillance, qu'il classe comme de la magie ancienne. Étonnamment, Charlotte mentionne avoir vu un sort similaire dans la bibliothèque de leur maison, un lieu dont Haruto ignorait l'existence. Charlotte revient rapidement avec plusieurs livres, et tous deux découvrent que la magie ancienne a été oubliée au fil des siècles, remplacée par la magie élémentaire. Haruto, intrigué, se demande si sa magie de barrière pourrait également être de la magie ancienne. Heureux de voir Charlotte aussi intéressée, il est encore plus surpris de découvrir qu'elle a déjà commencé à lire des livres avec l'aide de leur mère et de Flay. Profitant de ce moment, Charlotte s'assoit sur les genoux de Haruto et lui demande de lui lire des passages. Ils découvrent ensemble que les dieux peuvent voyager entre les mondes, un concept que Haruto compare à des thèmes courants dans les animes qu'il a vus. Intrigué, Charlotte pose des questions, ce qui pousse Haruto à essayer de lui expliquer l'animation, les images en mouvement et les cadres colorés. Bien que craintif de l'avoir choqué, il est surpris et ravi de voir Charlotte fascinée par l'anime. Haruto consacre ensuite 2 semaines à installer un ordinateur et à créer son propre système internet pour permettre à Charlotte de regarder des animes. Rapidement accrochée aux couleurs vives et aux animations, Charlotte est cependant confrontée à des difficultés pour comprendre le japonais. Haruto décide alors de lui enseigner les bases, et il est impressionné par la rapidité avec laquelle elle progresse. Après 2 semaines, Charlotte commence même à explorer les animes de genre zombie, ce qui amène Haruto à se demander si elle est un génie. Il lui impose alors une limite d'écran de 3 heures par jour, notant qu'elle devient de plus en plus énergique. Un soir, cependant, Charlotte s'endort à table, ce qui intrigue sa mère. Lorsqu'elle apprend que Charlotte apprend la magie ancienne avec Haruto, elle est ravie et les encourage tous deux à continuer. Plus tard, avant de se coucher, Haruto remarque que Charlotte s'est glissée dans son lit, sa mère les observant avec un sourire, heureuse de voir leur lien se renforcer. Le lendemain matin, la famille se rassemble pour dire au revoir au père de Haruto, qui part enquêter sur la recrudescence de bandits dans la région.
Retournant dans la chambre de Haruto, Charlotte semble triste, craignant pour la sécurité de son père. Haruto la rassure en lui disant qu'il est très fort, mais Charlotte, usant de son visage adorable, le convainc de suivre leur père pour veiller sur lui. Désireux de l'impressionner, Haruto se transforme comme les personnages d'anime que Charlotte adore et lui donne un écran pour qu'elle puisse suivre ses aventures en toute sécurité. Haruto commence alors à surveiller les environs et repère des bandits dans une grotte voisine. Il érige une barrière pour les piéger et, devant Charlotte qui observe l'action, se présente comme le héros de justice avant de neutraliser rapidement les bandits. Alors qu'il tente de quitter la scène, Haruto aperçoit son père et ses hommes arrivant. Son père, intrigué, demande si cet homme masqué a vaincu les bandits. N'ayant pas encore de nom pour son alter ego, Haruto se présente comme le héros de justice. Avant que son père puisse le remercier d'avoir sauvé sa femme et sa fille, Haruto s'envole, épuisé. De retour, il est contraint de maintenir ce personnage mystérieux pour impressionner Charlotte. Pendant ce temps, il continue d'améliorer son robot, mais est exaspéré par son comportement. Il réalise alors que Charlotte est dans la pièce, s'étant reposée dans son lit. Déconcertée, elle hésite à reconnaître qui est le vrai Haruto. Le duo est interrompu lorsqu'Haruto et Charlotte sont appelés pour accueillir des invités. À l'extérieur, il rencontre la princesse Marianne et le prince Laius. Le prince, méprisant, se plaint de la saleté des champs, ce qui amène Marianne à lui demander de se taire. Laius, plein de suffisance, exige que le père de Haruto s'incline davantage, rappelant à sa sœur qu'il est le futur roi, tandis qu'elle n'est qu'un outil politique. Voyant cette arrogance, Haruto lance un regard glacial au prince, qui, se sentant insulté, exige un duel. Armé de sabres en bois, Haruto et Laius se préparent à combattre. Haruto scanne les statistiques de Laius et découvre que ce dernier est niveau 9 sur un maximum de 40, ce qui est impressionnant comparé aux niveaux maximaux de 32 pour son père et de 33 pour la princesse. Le prince attaque en premier, mais Haruto esquive habilement. Il décide de se laisser frapper quelques fois pour évaluer la force de Laius, entourant son corps d'une barrière. En réponse aux provocations de Laius, Haruto se téléporte derrière lui et le met à terre d'un coup rapide. Le prince, furieux, tente de riposter, mais trébuche sans cesse, suscitant les interrogations de Marianne quant au niveau réel de Haruto. Le père de Haruto avoue ne pas comprendre l'origine de ses compétences exceptionnelles. À cet instant, Laius lance une boule de feu sur Haruto, mais celui-ci réagit en déployant une barrière invisible qui absorbe les projectiles. Incapable de comprendre, Laius exige des explications. Agacé par l'arrogance du prince, Haruto renvoie les boules de feu absorbées, forçant Laius à s'agenouiller et à admettre sa défaite. Après le duel, Marianne s'excuse pour le comportement de son frère, et Haruto accepte. De retour dans sa chambre, il réfléchit au fait que Laius et Marianne connaissent son niveau maximum de 2, se demandant si ses parents biologiques, qui l'ont abandonné dans la forêt, auraient divulgué cette information. Tard dans la nuit, Charlotte utilise la magie de surveillance de Haruto et repère des individus suspects dans une forêt voisine. Flay intervient alors, ayant appris par Charlotte que Haruto affronte seul des méchants, et propose de l'accompagner pour sa prochaine mission. Ne voulant pas compliquer les choses, Haruto lui demande si elle a terminé les tâches qu'il lui avait assignées. Flay répond qu'elle a fini tout le jardinage et a chassé les monstres qui menaçaient les villageois voisins. Voyant que Flay et Haruto vont collaborer, Charlotte commence à imaginer diverses aventures où Flay serait l'acolyte de Haruto. Jouant le jeu, Flay déclare qu'elle se consacrera entièrement à Haruto et réalisera les idées de Charlotte. Mais lorsqu'Haruto lui demande d'arrêter son numéro, Flay le réprimande pour ne pas respecter l'imagination de Charlotte. Avant leur départ, Haruto ordonne à Flay de limiter la violence, surtout avec Charlotte qui les observe. Pendant ce temps, les individus suspects se vantent des biens qu'ils ont volés et se réjouissent des repas qu'ils pourront s'offrir. Soudain, Haruto apparaît dans l'obscurité sous sa forme transformée, se présentant comme le chevalier noir. Flay le rejoint peu après, se présentant comme le chevalier cramoisi. Elle conjure une flamme dans sa paume et lance une boule de feu sur les hommes, les brûlant vivants. Haruto l'interrompt immédiatement, lui ordonnant d'agir avec moins de violence. Pour protéger les hommes, Haruto stoppe les flammes de Flay et crée une barrière autour d'eux. Il se place ensuite à côté de Flay et lui ordonne d'arrêter ses attaques. Obéissant à contre-cœur, Flay le laisse attacher les hommes. De retour dans sa chambre, Haruto est épuisé. Charlotte, émerveillée par leur travail d'équipe, les complimente. Flay déclare qu'elle n'a pas pu montrer toute sa puissance cette fois, mais qu'elle le fera à l'avenir. Tandis que les filles discutent, Haruto admet être partagé sur l'idée de travailler avec Flay, qui est souvent incontrôlable, bien que sa présence rende Charlotte heureuse. Laius, toujours embarrassé par sa défaite contre Haruto, entend son serviteur l'appeler. Le serviteur lui rappelle qu'il doit bientôt se préparer pour un banquet. Pendant qu'il s'habille, le serviteur lui propose d'inviter Charlotte à la tournée de ses terres agricoles. Bien que Laius refuse d'abord, le serviteur insiste et le force à accepter. De son côté, Charlotte revient du banquet avec de la nourriture raffinée apportée par le clone de Haruto. Ce dernier, fatigué d'avoir dû socialiser, s'écroule sur le lit.
Haruto le rassure en disant qu'il se rendra lui-même à la tournée des terres agricoles le lendemain. Charlotte mentionne alors que Laius l'a également invité, ce qui intrigue Haruto. Cette nuit-là, Haruto se prépare pour la tournée, sachant que Charlotte l'accompagnera. Haruto vérifie d'abord l'itinéraire de la tournée et repère des hommes encapuchonnés rassemblés autour d'un cercle rituel. Il se rend immédiatement sur place, se transformant et apparaissant près des hommes. Haruto leur demande s'ils ont obtenu l'autorisation de son père, Gold, pour lancer un sort ici. Prenant Haruto pour un ennemi, les hommes encapuchonnés se préparent à lancer des sorts contre lui. Mais Haruto réagit rapidement, interrompant leurs incantations et les projetant au loin. Voyant qu'un seul homme encapuchonné est encore conscient, Haruto l'observe utiliser le cercle rituel pour invoquer des chevaliers squelettes. Dégoûté par ces créatures, Haruto s'arme d'une épée et détruit les squelettes d'un seul coup. Mais, comme dans les jeux auxquels il jouait, les squelettes refusent de mourir. Les hommes encapuchonnés ordonnent alors aux squelettes d'encercler Haruto. Il érige une barrière cubique autour de lui, repoussant les squelettes, mais remarque un cristal rouge dans leur poitrine. Tandis que les squelettes continuent d'attaquer, ils se retournent soudainement contre les hommes encapuchonnés, provoquant la panique. L'un des hommes invoque alors un golem pour détruire les squelettes. Le golem se retourne ensuite contre Haruto, balayant sa barrière d'un coup et l'envoyant valser contre un arbre. Réalisant qu'il avait sous-estimé la puissance du golem, Haruto remarque le même cristal rouge dans sa poitrine. Bondissant dans les airs pour avoir un meilleur angle, Haruto invoque un pieu qu'il lance directement sur le cristal du golem. Le cristal absorbe le pieu, désactivant temporairement le golem. Lorsque le golem se réveille, il se retourne aussi contre les hommes encapuchonnés. Haruto explique alors qu'il avait prévu de briser les cœurs cristallins des squelettes et du golem, mais que le projectile qu'il avait créé avec sa magie a pris le contrôle des cristaux. Cela fait désormais de lui le maître des squelettes et du golem. Utilisant ces nouvelles invocations, Haruto attache les hommes encapuchonnés et tente d'interroger leur chef. Voyant que ces menaces ne fonctionnent pas, il trouve une idée, il force le chef à regarder ces hommes se faire enterrer vivants. Finalement, le chef avoue qu'il appartient à l'unité personnelle d'invocation de la reine de leur royaume. Lorsqu'Haruto lui demande pourquoi ils sont ici, le chef révèle qu'ils avaient prévu d'invoquer des créatures pour attaquer Charlotte le lendemain, pendant la tournée des terres agricoles. Haruto, furieux en apprenant que sa sœur est visée, exige des explications. Le chef explique que la reine craint le potentiel maximum de Charlotte, redoutant qu'elle puisse influencer la politique avec son immense pouvoir dans le futur. Raisonnant rapidement, Haruto en déduit que la seule reine capable de menacer son père, sa mère et Charlotte est sa mère biologique. Enragé par les intentions ignobles de cette femme, Haruto jure de protéger sa famille et commence à élaborer un plan pour contrer les machinations de la reine. Le lendemain matin, Haruto, Charlotte, Laius et Marianne s'installent dans une calèche. Voyant Laius de mauvaise humeur, Charlotte tente de l'encourager en disant qu'il devrait être fier d'avoir perdu contre Haruto. Mais cela ne fait qu'amplifier sa colère. Se demandant comment Haruto pouvait être aussi doué physiquement lors de leur duel, Laius apprend avec surprise que Haruto peut modifier son corps physique à volonté. Marianne et Laius sont stupéfaits par cette révélation. Laius se demande alors si Haruto pourrait être un demi-démon. Charlotte explique que ce terme désigne un enfant né d'une union entre un démon et un humain. Ces demi-démons possèdent une force physique exceptionnelle et de vastes réserves de mana. Cependant, la seule différence entre Haruto et un demi-démon est qu'il n'a ni corne ni aile. À ce moment-là, la calèche s'arrête, arrivée devant un vaste champ de blé au coucher du soleil. Tandis que Laius et Marianne surveillent Charlotte qui explore le champ, Haruto demande à parler à son père. Lorsqu'il s'assoit, Haruto demande à son père ce qu'il ferait si Charlotte venait à être attaquée. Son père révèle alors qu'il a reçu la veille une lettre d'un mystérieux chevalier noir l'avertissant que la reine en veut à la vie de Charlotte. Malheureusement, son père explique qu'il ne peut rien faire, car la mort de la reine provoquerait une lutte de pouvoir entre les nobles pour le trône. Le père de Haruto révèle aussi que son père biologique, le roi Jilk, a été destitué de son pouvoir il y a longtemps. Avant la naissance de Haruto, le roi Jilk et la reine Gislotte faisaient partie de l'armée qui a vaincu le roi démon. Gislotte, qui a personnellement décapité le roi démon, fut acclamée comme une héroïne et reçut le titre de princesse éclair. Elle épousa ensuite le roi Jilk, et ils eurent 3 enfants, le prince Laius, la princesse Marianne et Haruto. Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles la reine Gislotte chercherait à s'emparer du royaume pour elle-même. Sachant qu'il n'est pas apte à prendre le trône, le père de Haruto explique que la seule façon de renverser la reine est qu'une personne plus puissante la vainque. Il laisse entendre qu'il attend que Charlotte soit suffisamment âgée pour entrer en politique. Il affirme que Charlotte est un génie, ayant même le potentiel de surpasser Gislotte, la princesse éclair. En attendant, il demande à Haruto de veiller sur elle. Alors qu'il traverse le champ, Efele propose à Haruto d'apporter la tête de la reine, mais Haruto refuse, expliquant qu'ils doivent d'abord s'assurer que Charlotte grandisse en toute sécurité. Ce n'est qu'après cela qu'il tuera personnellement sa mère biologique. La reine Gislotte est assise sur son trône, menaçante, un verre de vin à la main. Furieuse d'apprendre que ses tentatives pour éliminer Charlotte ont été contrecarrées par un mystérieux homme masqué appelé le Chevalier Noir,
elle jette son verre de vin sur ses serviteurs, déçue par leur échec. Elle pense à Charlotte comme à la seule personne capable de la surpasser un jour. En sortant l'épée sacrée qu'elle avait utilisée pour tuer le roi démon, Giselotte envisage de traquer le chevalier noir elle-même. Soudain, une voix se fait entendre. Alors que ses esclaves s'arment pour la protéger, des barrières mystérieuses les neutralisent tous. Haruto, sous l'identité du chevalier noir, se révèle alors. Giselotte, stupéfaite, demande comment Haruto a pu arriver jusqu'à elle. Haruto se moque de sa magie de barrière censée repousser les intrus. Rassurée qu'elle n'est pas à chercher le chevalier noir, Giselotte lance un sort d'eau, enfermant Haruto dans une sphère d'eau. Tandis qu'il commence à se noyer, la reine savoure sa douleur. Cependant, elle voit Haruto s'extraire de la sphère grâce à sa magie de barrière. En plein vol, Haruto dresse une barrière pour bloquer une attaque de glace venant de Giselotte, mais il est forcé de subir un sort de feu qu'elle lance simultanément. Tombant à genoux, Haruto découvre que la reine est non seulement une maîtresse dans l'art du maniement de l'épée, mais qu'elle possède aussi des affinités avec l'eau, la glace et le feu, ce qui rend Haruto jaloux. Soudain, elle se rend vite compte qu'Haruto n'est pas blessé du tout. Lorsqu'il lève la main, Giselotte est stupéfaite de voir un rayon lumineux foncer vers elle. Elle réussit à peine à le bloquer et est choquée qu'Haruto n'ait prononcé aucune incantation. Quand il annonce qu'il va désormais se battre sérieusement, Giselotte, sur la défensive, utilise sa magie de barrière pour bloquer des centaines de projectiles qu'Haruto lance. Elle réalise qu'il possède une réserve de mana bien plus grande que celle du roi démon qu'elle avait affronté. Sachant que maintenir sa barrière consomme beaucoup de mana, Giselotte la désactive temporairement et fonce avec son épée sacrée. Anticipant son mouvement, Haruto déjoue son attaque. Ils échangent plusieurs coups jusqu'à ce que Giselotte saute sur lui et le plaque au sol, déclarant qu'elle s'est personnellement assurée d'être la plus forte du monde. Après avoir mesuré le plein potentiel de Giselotte, Haruto riposte, la désarme et la soumet en lui mettant un collier autour du cou. Alors qu'elle tente de l'enlever, il la prévient que le collier la décapitera si elle insiste. Haruto avertit Giselotte de ne plus jamais s'approcher de la famille Zanfi, sous peine d'une punition plus sévère. Alors qu'il s'éloigne, Giselotte réalise qu'elle est désormais sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Seule, elle rit de manière hystérique en comprenant qu'elle n'est plus la plus forte. Retrouvant Flay, Haruto poursuit sa route. Flay félicite Haruto pour sa victoire sur la reine éclair, Giselotte, garantissant ainsi la sécurité de Charlotte et de sa famille pour l'instant. 5 ans passent dans le calme. Alors qu'il observe Flay et Charlotte jouer dans la neige, Haruto narre à quel point ces années ont été paisibles, sans aucune trace des complots de la reine Giselotte contre sa famille. Regrettant d'être sorti de sa chambre, Haruto regarde Flay construire un gigantesque château de neige. Il se demande si Flay n'a pas froid dans sa tenue de servante. Fièrement, bien que frissonnante, Flay lui répond qu'elle portera toujours cette tenue, car c'est le premier cadeau qu'il lui a offert. Ignorant sa réponse, Haruto crée des vêtements chauds pour Flay et lui conseille de toujours exprimer ses inconforts afin qu'ils maintiennent une relation saine. Soudain, Charlotte propose une idée, elle imagine une attaque spéciale qu'Haruto pourrait utiliser dans la neige. Haruto, bien que réticent, s'éloigne de Charlotte et Flay, puis annonce maladroitement une nouvelle incantation de sort. Il crée une mini-tornade dans sa paume et la projette dans la neige, formant un énorme cratère. Impressionnés, Flay et Charlotte admirent sa démonstration. Charlotte saute dans les bras de Haruto, ravie d'avoir un frère aussi incroyable. Haruto, embarrassé, se dit qu'il n'est pas si désagréable de faire plaisir à Charlotte. À ce moment-là, ses parents arrivent, se demandant qui a pu causer un tel cratère. Haruto, astucieux, crée un clone du chevalier noir pour prendre le blâme, dissimulant ainsi ses pouvoirs à ses parents. Pendant que Flay, Charlotte et leur mère commencent à sculpter la neige, Haruto discute avec son père. Celui-ci lui explique qu'il n'a reçu aucune nouvelle des complots de Giselotte. Par ailleurs, des rumeurs circulent, Giselotte aurait été réduite en esclavage et porterait un collier d'esclave. Son père s'interroge sur l'identité de la personne assez puissante pour soumettre la redoutable reine éclair. Discrètement, Haruto s'éclipse, estimant que sa mission de protéger Charlotte est quasiment terminée. Mais avant qu'il ne puisse partir, son père lui annonce qu'il va devoir rejoindre l'Académie royale dans les semaines à venir. Il s'excuse, évoquant des facteurs complexes qu'il n'a pas pu refuser. Désespéré, Haruto décide de résoudre ses problèmes pour enfin vivre la vie de reclus qu'il a toujours rêvé d'avoir. Dans le bureau de son père, Haruto essaie de trouver une échappatoire pour ne pas s'inscrire. Cependant, son père lui montre une lettre d'invitation personnelle du roi, lui suggérant fortement de s'enrôler. Il soupçonne que le roi Gilles a été influencé par sa fille, la princesse Marianne, qui semble apprécier Haruto. De plus, le prince Laius sautera plusieurs classes pour rejoindre Haruto, ce qui les obligera à passer du temps ensemble. Le père de Haruto met également en garde, il pense que la reine Giselotte pourrait utiliser la princesse Marianne pour élaborer des complots dans l'ombre et demande à Haruto d'enquêter. En réfléchissant à tout ce que son père a fait pour lui, Haruto accepte à contre-cœur de se plier à cette nouvelle étape de sa vie. Haruto accepte d'aller à l'école si cela permet de rendre son père fier. Avant son départ, on lui rappelle qu'il doit emmener un assistant pour l'aider à vivre sur le campus.
Sachant qu'il ne peut pas emmener Flay, Haruto se retrouve dans une impasse, n'ayant personne d'autre à choisir comme assistant. Entendant son fils réfléchir, la mère de Haruto, qui a espionné la conversation, propose de l'accompagner elle-même. Cependant, Haruto est forcé de refuser poliment cette idée. De retour dans sa chambre, Haruto discute avec ses clones robotiques, cherchant des moyens de se faire expulser de l'école. Comme ces clones ne peuvent pas utiliser la magie, Haruto propose que l'un d'eux prenne sa place à l'école et fasse exprès de se faire renvoyer. Cependant, Haruto réalise qu'il doit orchestrer cela sans ternir le nom de sa famille. Il suggère donc que le clone provoque une bagarre avec d'autres élèves, mais le clone proteste, affirmant qu'il ne peut rien faire face à des étudiants dotés de magie. En guise de compromis, Haruto promet de lancer en permanence une barrière magique autour de son clone pour le protéger, tout en l'aidant à jouer son rôle à l'école. Quelques jours passent, et Haruto passe son temps dans une cabane secrète qu'il a construite, espérant y mener une vie isolée une fois ses responsabilités terminées. Soudain, Flay et Charlotte arrivent. Charlotte, portant une tenue de Magical Girl inspirée d'un anime qu'elle regarde, explique qu'elle passe trop de temps à étudier et elle rate ses animes. Haruto suggère alors qu'il pourrait discrètement la faire entrer et sortir de sa chambre grâce à sa magie de téléportation. Testant d'abord avec des objets, Flay et Charlotte sont émerveillés lorsqu'Haruto réussit à créer 2 portails pour simuler la téléportation. Cependant, Haruto précise qu'il n'a jamais essayé avec des êtres vivants auparavant. Flay propose d'utiliser le clone de Haruto comme cobaye. Haruto crée un portail vers son clone, qui se prélasse dans sa chambre, et lui ordonne d'essayer le portail. Quand le clone refuse, Flay s'énerve, dans un accès de colère, traverse le portail pour pousser elle-même le clone à travers. Grâce à ce test, Haruto confirme qu'il peut désormais téléporter des objets vivants ou non. Cependant, il n'a toujours pas trouvé d'assistant pour l'accompagner à l'école. Avec Flay nettoyant les fenêtres de la cabane, Charlotte regardant un anime et Haruto jouant à des jeux vidéo, Haruto s'exclame soudainement qu'il doit trouver un assistant pour l'école. Voyant la curiosité de Flay et Charlotte quant à ce qu'il entend par assistant, Haruto s'excuse et évite de leur révéler qu'il cherche quelqu'un pour l'accompagner à l'école. En se promenant le long d'une rivière, Haruto réfléchit à la nécessité de garder cette recherche secrète des filles, sachant qu'il ne lui reste que 3 mois pour trouver un assistant. Entendant un bruit venant de la forêt voisine, Haruto suit un sentier et découvre ses invocations de squelettes en train de construire des maisons. En voyant leur maître arriver, les squelettes se précipitent pour l'accueillir, ce qui pousse Haruto à se remémorer leur histoire. Après les avoir volés aux hommes encapuchonnés qui les avaient invoqués, ces squelettes ne sont jamais disparus. Haruto avait donc décidé de leur attribuer un morceau de terrain, et depuis, il s'y était établi. Surpris par l'efficacité et l'enthousiasme des squelettes, Haruto révèle qu'il a donné au chef de leur armée le nom de Johnny. En observant les environs, Haruto remarque que d'autres monstres vivent également parmi les squelettes. Il apprend que ces monstres, chassés par Flay et n'ayant nulle part où aller, ont été accueillis par les squelettes. Ces derniers rassurent Haruto que les monstres respectent les règles, tout comme les autres habitants. Johnny propose alors à Haruto de lui montrer les améliorations apportées au terrain qui leur a été donné. En visitant les champs, Johnny explique qu'ils cultivent leurs propres légumes au lieu de les voler. En voyant les squelettes si fiers de leur récolte, Haruto réalise qu'ils n'ont pas besoin de manger, déduisant que les cultures sont destinées aux monstres qui l'hébergent. Johnny guide ensuite Haruto à travers les zones d'élevage et de culture des herbes. Haruto remarque à quel point la voix de Johnny est apaisante, bien qu'un peu agaçante en raison de son côté bavard. Lorsque Johnny lui demande des conseils sur leur progrès, Haruto l'encourage à continuer le bon travail avant de partir. Avec le soleil se couchant, Haruto réalise qu'il a gaspillé sa journée sans faire de progrès significatif. Assis au bord de la rivière, il entend de lourds bruits de pas. Assis au bord de la rivière, il entend de lourds bruits de pas. Gigan s'assoit à côté de Haruto, lui offrant timidement une fleur et rougissant. Intrigué, Haruto demande pourquoi Gigan est seul. Gigan confesse soudain qu'il aime Haruto. Touché par ces mots, Haruto remercie Gigan avant de rentrer à la cabane. En arrivant, Flay l'attend et l'interroge immédiatement sur cet assistant qu'il recherche. Sachant qu'il ne peut pas mentir à Flay, Haruto répond que cela ne la concerne pas et s'éclipse rapidement. Le lendemain matin, Haruto continue de profiter de ses jeux vidéo jusqu'à ce que Charlotte vienne lui parler. Lorsqu'il lui demande ce qui la tracasse, Charlotte révèle qu'elle réfléchit à des noms alternatifs pour son personnage masqué. Haruto l'emmène ensuite au village des squelettes, où Charlotte est émerveillée par leur amabilité. Elle propose de nommer ce lieu Pandemonium Village, le jardin des démons, ce que les squelettes acceptent avec gratitude. Dans une région enneigée, plusieurs hommes découvrent un dragon en hibernation, le dragon des tempêtes de neige. Ravis de l'avoir trouvé, ils se préparent à le tuer pour vendre ses matériaux à prix d'or. Cependant, le dragon s'envole soudainement. Tentant de l'arrêter, les hommes tirent des flèches qui le font s'écraser dans une rivière. Emporté par le puissant courant mêlé à la neige, le dragon est emporté sans défense. Avec Haruto, on le voit en compagnie de Flay et de son père, apprenant l'apparition d'un mystérieux dragon bleu à la frontière du territoire de son père. Comme le dragon bleu est éloigné, Haruto déclare que ce n'est pas leur problème. Cependant,
Son père lui explique que les dragons sont des créatures puissantes et qu'ils pourraient causer d'immenses destructions s'ils sont laissés sans surveillance. Considérant la menace, Haruto demande à Flay d'essayer de communiquer avec le dragon bleu. Flay répond qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel dragon, ce qui signifie qu'il n'a pas pu naître ces dernières années. Elle ajoute que, pendant la guerre entre les démons et les humains, elle n'a jamais rencontré l'existence d'un dragon bleu, ce qui la pousse à conclure que ce dernier a dû se cacher comme un lâche. Par conséquent, elle ne voit aucun intérêt à parler avec un lâche. En sortant du bureau de son père, Haruto remarque Charlotte en train d'écouter leur conversation en secret. Cette dernière demande personnellement à Flay de secourir le dragon bleu. Incapable de résister à l'adorable charme de Charlotte, Haruto et Flay acceptent de rendre visite au dragon. Transformé, Haruto se joint à Flay pour se rendre dans les montagnes enneigées, où ils parviennent à retrouver le dragon bleu, visiblement affaibli et blessé. Au même moment, Flay repère plusieurs chasseurs cherchant à traquer le dragon. Haruto et Flay décident alors d'intervenir immédiatement. Près du dragon bleu, les chasseurs le réveillent en s'approchant, mais avant qu'ils ne puissent lui faire du mal, Haruto et Flay arrivent et les affrontent. Tandis qu'Haruto se concentre sur la guérison du dragon, Flay utilise ses flammes pour neutraliser à elle seule tous les chasseurs. Une fois complètement guéri, le dragon bleu s'approche de Haruto et souffle subitement un vent glacial qui l'enferme dans la glace. Agacé, Haruto rappelle au dragon qu'il devrait être reconnaissant pour avoir été soigné. C'est alors qu'il se rend compte qu'il peut entendre la voix du dragon. Avec ce moyen de communication, Haruto demande au dragon qui il est et comment il est arrivé ici. Mais le dragon l'interrompt, intrigué par le fait qu'une puissante démon comme Flay serve un humain. Voyant une occasion parfaite pour éduquer le dragon, Flay passe une heure à lui raconter les incroyables exploits de Haruto, ajoutant qu'il est considéré comme la réincarnation du roi démon lui-même. Impressionné, le dragon s'excuse de ne pas avoir participé à la guerre des démons. Haruto note que les dragons sont considérés comme des démons dans ce monde. Le dragon bleu raconte alors son histoire. Il a passé les 300 dernières années seul dans une grotte, endormi, jusqu'au jour où un aventurier est venu lui rendre visite, laissant derrière lui un livre fascinant. À la recherche de plus de connaissances, le dragon bleu a quitté sa grotte, s'est transformé en humain, et a visité une ville voisine pour voler des livres avant de retourner dans sa grotte pour les lire. Malheureusement, sa grotte a été découverte, et tous les livres qu'il avait accumulés ont été brûlés, le forçant à fuir et à être constamment traqué par des chasseurs. Touché par cette vie tragique, Flay accepte les excuses du dragon et l'invite à rejoindre le village de Pandémonium. Le dragon bleu accepte l'offre de Flay et propose de servir Haruto. Un pacte est scellé, et le dragon se transforme en humain. Haruto lui confectionne alors une tenue de servante et lui donne le nom de Lisa. Voyant Lisa et Haruto se rapprocher, Flay devient jalouse et rappelle à Lisa qu'elle est la première servante de Haruto. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Haruto et Lisa s'envolent, laissant Flay courir derrière eux, déterminé à ne pas perdre son maître au profit d'une autre servante. De retour à la maison, Haruto présente Lisa à ses parents, et Charlotte demande si Lisa pourrait travailler pour eux comme domestique. Enchantée de voir le dragon des tempêtes sous la forme d'une adorable fille, la mère de Haruto et Charlotte accueillent chaleureusement Lisa. Charlotte lui propose même de devenir son amie, ce qui laisse Lisa troublée. Tandis qu'il réfléchit aux avantages et inconvénients, le père de Haruto reste incrédule face au fait qu'un dragon si puissant soit réduit à une petite fille. Malgré cela, il déclare qu'il autorisera Lisa à vivre avec eux, à condition qu'elle respecte les règles. En emmenant Lisa à l'extérieur, Flay commence sa formation de domestique, la prévenant qu'elle doit prendre ses responsabilités au sérieux si elle veut rester aux côtés de Haruto. Flay montre personnellement ses compétences, affirmant qu'elle testera Lisa aujourd'hui pour évaluer ses capacités et commence par lui demander de nettoyer l'extérieur. Contre toute attente, Lisa termine rapidement, ce qui inquiète un peu Flay. Ensuite, Flay et Lisa passent au nettoyage de la vaisselle, toutes deux côte à côte, en compétition pour laver le plus de plats. À la fin, Flay casse accidentellement toutes ses assiettes, tandis que Lisa a parfaitement nettoyé les siennes. Flay teste ensuite les talents culinaires de Lisa. Elle tente elle-même de préparer un plat, mais finit par le brûler. Avec élégance, Lisa concocte un délicieux ragoût, impressionnant tout le monde, sauf Flay, qui reste dans un coin, déprimé. En voyant une tache sur le visage de Charlotte, Lisa l'aide à la nettoyer, ce qui pousse la mère de Haruto à remarquer combien Lisa apprend vite. Elle demande si Lisa a d'autres talents. Après avoir réfléchi un moment, Lisa mentionne avoir lu quelques livres de magie et posséder une certaine maîtrise dans ce domaine. Apprenant que Lisa a une expérience en combat, la mère de Haruto la nomme officiellement domestique personnelle de Charlotte, ce que Lisa accepte avec joie. Le lendemain matin, Lisa prend son rôle au sérieux, réveillant Charlotte et l'emmenant s'entraîner. Lisa utilise un sort d'eau et guide Charlotte dans l'incantation, permettant à Charlotte de créer une boule de feu. Tout au long de la journée, Lisa reste auprès de Charlotte pour l'aider à étudier. Après plusieurs jours, Haruto est appelé par Charlotte, qui lui montre ses progrès impressionnants en magie, réussissant à créer une énorme boule de feu. Se tournant vers Lisa, Haruto remarque qu'elle lance un sort d'eau pour laver le linge tout en enseignant à Charlotte, ce qui le surprend par son efficacité.
Haruto demande à Lisa si elle est épuisée par sa routine de domestique. Lisa répond qu'elle se sent apaisée en effectuant ses tâches et en passant du temps avec Charlotte. Charlotte, craignant de représenter une charge pour Lisa, lui demande si elle pourrait être non seulement sa domestique mais aussi son amie. Haruto approuve cette amitié, et Lisa accepte, ce qui ravit Charlotte. Haruto, remarquant les capacités de Lisa, pense qu'elle pourrait devenir son assistante à l'école. Mais en voyant la complicité entre Charlotte et Lisa, il décide de ne pas les séparer. Haruto réalise qu'il peut utiliser sa magie de téléportation pour permettre à Lisa de voyager entre les deux lieux, afin qu'elle puisse rester auprès de Charlotte tout en l'accompagnant lui. À la cabane, Charlotte, déprimée, se plaint que l'émission qu'elle regardait vient de se terminer. Haruto la rassure en lui disant qu'un nouveau programme arrivera bientôt pour remplacer son ennui. Après la pause de Charlotte, Lisa et elle retournent à l'entraînement. Mais juste avant de partir, Haruto informe Charlotte qu'il commencera l'école la semaine prochaine au royaume. Sous le choc, Charlotte s'éclipse pour convoquer une réunion avec ses chevaliers, remerciant Lisa, Flay, Johnny et Gigant d'y assister. En entrant dans le vif du sujet, Charlotte révèle avoir entendu que Haruto ira bientôt à l'école, ce qui surprend Flay, qui n'en avait pas entendu parler. Puisqu'Haruto est déjà si puissant, Flay se demande pourquoi le roi démon réincarné aurait besoin d'apprendre des humains. En entendant Haruto être qualifié de roi démon, Charlotte devient curieuse, mais Flay réalise qu'elle n'aurait pas dû laisser échapper cette information, ce qui rend Charlotte triste, pensant qu'Haruto lui cache des secrets. Voyant Charlotte attristée, Johnny intervient et affirme qu'Haruto accorde beaucoup d'importance à Charlotte et finira par tout lui révéler. En entendant cela, Charlotte est troublée d'être si précieuse aux yeux de son frère, avant de reprendre la réunion. Charlotte demande des idées sur la raison pour laquelle Haruto voudrait aller à l'école. Elle révèle qu'un jour, en regardant un anime se déroulant dans un lycée, elle avait demandé à Haruto à quoi ressemblait l'école. En observant Haruto, elle avait remarqué son visage sombre, comme s'il avait peur de parler du sujet. Cette révélation surprend les autres, qui ne pensaient pas qu'Haruto puisse avoir peur de quoi que ce soit. Charlotte partage ses théories sur ce qui pourrait effrayer Haruto, suggérant que le conseil des élèves pourrait être corrompu. Elle convainc les autres que l'école est un endroit terrifiant, ce qui pousse Charlotte à annoncer que Flay, Lisa, et elle-même iront à l'école pour recueillir des informations, tandis que Johnny et Gigant resteront pour préparer des renforts. Avant la fin de la réunion, ils conviennent tous de garder leur réunion et leur mission secrète, car ils agissent pour protéger Haruto. Comiquement, ce soir-là, Lisa informe Haruto de tout ce qui s'est passé lors de leur réunion, ce qui lui vaut la gratitude de ce dernier, car les choses auraient pu mal tourner si Charlotte et ses serviteurs avaient agi impulsivement. En discutant, Lisa demande à Haruto s'il affronte vraiment des forces maléfiques à l'école. Haruto, ne voulant pas ruiner l'imagination de Lisa, joue le jeu en répondant qu'il affrontera un grand ennemi. Haruto en profite pour demander à Lisa de devenir son assistante, ce qu'elle accepte volontiers. Le lendemain, Flay discute avec les autres domestiques du manoir, qui partagent leurs soucis personnels. Lorsqu'elles se confient sur leurs relations amoureuses, Flay leur conseille de couper les liens avec leurs partenaires, affirmant qu'elles y sont trop attachées. Plus tard, Charlotte interroge Flay sur son uniforme et apprend que celui-ci a été fait sur mesure pour s'adapter à sa poitrine généreuse. Voyant Lisa voler dans les airs, Charlotte demande à Flay de lui enseigner un sort de vol. Flay montre alors son propre sort improvisé, mais la mère de Haruto, en apprenant cela, interdit à Charlotte d'apprendre cette magie dangereuse, la jugeant trop jeune. De retour à la cabane, Lisa demande à Haruto d'expliquer sa magie de téléportation, intriguée par la complexité d'un tel sort. Pendant qu'il explique, Lisa remarque qu'elle ne détecte aucune mana utilisée, ce qui signifie que la téléportation d'Haruto ne suit pas les lois magiques de ce monde. Lors du bain, Charlotte et Lisa profitent d'une source chaude construite par Haruto. Elle taquine Flay, qui craint l'eau trop chaude. Après avoir été convaincue, Flay se laisse tenter et tombe amoureuse de l'atmosphère de la source. Ce soir-là, Haruto évalue les niveaux de mana des filles en utilisant un orbe magique. Flay a atteint un niveau de 40 sur un maximum de 77, tandis que Lisa est à 36 sur 71. À sa grande surprise, Charlotte, une enfant humaine, est déjà au niveau 17, avec un potentiel maximal de 61. Haruto réalise que la reine flamboyante Giselotte n'avait qu'un potentiel de 44, ce qui signifie qu'avec un peu d'entraînement, Charlotte surpassera Flay et Lisa. Charlotte révèle alors qu'à sa naissance, elle pouvait déjà lancer des boules de feu, ce qui avait poussé sa mère à sceller ses pouvoirs. Après avoir mesuré les niveaux des filles, elle demande celui d'Haruto, pensant qu'il dépasse 100. Haruto refuse de le révéler, car l'orbe magique indique toujours qu'il a un niveau maximum de 2. Le grand jour arrivé, la famille de Haruto s'est réunie pour lui dire au revoir. Vérifiant si Haruto et Lisa étaient prêts, Haruto déclare qu'il a fait ce qu'il fallait. Lisa, cependant, reste mal à l'aise à l'idée de cacher ses cornes et sa queue, mais cela devrait suffire à masquer qu'elle n'est pas humaine. À ce moment-là, Flay exprime sa tristesse de ne pas pouvoir rester aux côtés de Haruto, tandis que Charlotte se concentre sur le fait de lui souhaiter de s'amuser à l'école. On passe ensuite à un prince Laïus adulte,
qui continue de se chamailler avec sa sœur, la princesse Marianne. Elle s'est introduite dans sa chambre pour lui montrer une lettre. En déduisant que cette lettre annonce simplement le départ de Haruto de chez lui, Laius demande à Marianne de ne pas lui faire perdre son temps. Mais Marianne lui rappelle que c'est lui qui avait recommandé Haruto pour l'Académie royale. Malgré son agitation, Laius minimise son intérêt pour Haruto, expliquant qu'il a juste besoin d'un égal pour devenir plus fort. Cependant, il ne peut cacher qu'il est impatient de montrer ses nouvelles compétences à Haruto. Content de voir que la défaite de Laius face à Haruto l'a assagi, Marianne taquine Laius, qui rétorque en accusant Marianne d'avoir elle aussi recommandé Haruto, allant jusqu'à demander une faveur à leur père. Marianne, vexée, nie être amoureuse de Haruto, ce qui pousse Laius à changer de sujet. Il interroge Marianne sur une nouvelle secte présente dans son école. Marianne explique qu'une église de Luciferia aurait infiltré l'école, avec des rumeurs selon lesquelles ses membres vénèrent un démon ancien. Pire encore, l'influence de l'église s'étend dans tout le royaume, certains nobles ayant rejoint la secte et finançant ses projets, y compris leur mère, la reine Gislotte. Frustré, Laius se demande pourquoi sa mère soutient un culte. Il évoque un collier qu'elle porte depuis 5 ans, qu'il pense être à l'origine de son changement de comportement. Laius avoue même qu'il a peur de sa mère. Il évoque les tensions entre leurs parents, suggérant que l'Église profite de cette discorde. En plaisantant, il se demande si leur mère envisage de renverser leur père. Marianne, partageant ses craintes, exprime sa conviction que Haruto pourrait résoudre ces conflits politiques. Laius évoque alors une légende urbaine sur le Chevalier Noir, un protecteur de la famille de Haruto, capable de vaincre un dragon. À ce moment, leur mère, la reine Gislotte, entre dans la pièce. Marianne l'accueille joyeusement, mais Gislotte saisit Marianne par la gorge et la soulève, exigeant qu'elle ne se moque pas d'elle. Laius intervient et demande à sa mère de lâcher Marianne, ce qu'elle fait finalement, en qualifiant son geste de simple plaisanterie. Elle révèle qu'elle a écouté leur conversation et demande à Laius de se rapprocher de Haruto pour en apprendre davantage sur le Chevalier Noir. Face à l'insistance de sa mère, Laius promet à contre-cœur. Après le départ de Gislotte, Laius s'inquiète d'avoir entraîné Haruto dans les affaires compliquées de sa famille et s'excuse mentalement. Pendant ce temps, Haruto se rend dans sa cabane en bois, prévoyant d'utiliser la magie de téléportation pour rejoindre la capitale au début de l'école. En attendant, il décide de se détendre dans sa cabane. Flay supplie Haruto de l'accompagner, mais Charlotte intervient pour s'occuper d'elle, permettant à Haruto de partir sereinement pour la capitale. Haruto et Lisa se dirigent vers une forêt proche de la capitale, afin de ne pas révéler la magie de téléportation de Haruto. Soudain, ils aperçoivent un bison égaré poursuivant une calèche. Haruto se transforme rapidement pour porter secours, mais avant qu'il n'atteigne la calèche, l'une des roues se brise, faisant chavirer le véhicule et projetant un enfant en dehors. Heureusement, une femme aux cheveux argentés attrape l'enfant et demande aux passagers restants de fuir pendant qu'elle distrait le bison. Attiré par la scène, Haruto observe alors que la femme affronte de front la charge du bison. Cependant, voyant qu'elle est violemment projetée, Haruto intervient et assomme le bison. Remarquant que la femme est blessée, Haruto la soigne immédiatement, ce qui la choque puisqu'elle ne perçoit aucune trace de mana dans ses sorts. L'enfant court ensuite remercier Haruto, qui répare la calèche sous les yeux des passagers admiratifs. La femme aux cheveux argentés, souhaitant le remercier, propose de lui rendre service d'une manière quelconque. Haruto refuse poliment, expliquant que le bison ne posait pas vraiment problème. La femme exprime alors son souhait de le revoir un jour pour le remercier, avant de partir avec le bison inconscient. Haruto et Lisa nourrissent le bison et le renvoient dans la forêt. En arrivant à l'école de Haruto, Lisa remarque une étrange sensation de familiarité avec la femme aux cheveux argentés. Devant l'école, Haruto aperçoit une foule et se retrouve contraint de faire la queue. Fatigué, il doit ensuite remplir une pile de paperasse avant de finalement découvrir sa chambre. Il constate que Lisa a aussi droit à une chambre privée. Socialement épuisé, Haruto propose de retourner à la cabane en bois, où il pourra éviter les interactions avec d'autres personnes. Grâce à la magie de téléportation, Haruto et Lisa rentrent et sont accueillis par Flay et Charlotte, qui attendaient leur retour avec impatience. Tandis que les filles demandent à Haruto de raconter ses expériences dans la capitale, il s'allonge sur le canapé, visiblement épuisé par l'affluence. Charlotte propose de manger au restaurant, mais Flay insiste pour préparer un repas elle-même. Charlotte murmure alors quelque chose à l'oreille de Flay, ce qui change soudainement son avis, elle est désormais enthousiaste à l'idée de sortir dîner. Pour masquer ses oreilles et sa queue, Haruto utilise un sort d'invisibilité combiné à une barrière magique. Une fois dans la capitale, le groupe choisit un restaurant et savoure un délicieux repas. Après avoir mangé, Charlotte sort une carte et attribue des rôles, Flay devra explorer le sud du royaume, Lisa l'ouest, et Charlotte accompagnera Haruto pour visiter l'est de la ville. Curieux, Haruto interroge Charlotte sur l'origine de la carte et cette répartition des tâches. Charlotte explique que même s'ils sont là pour s'amuser, ils doivent aussi s'habituer à ce nouvel environnement, où ils passeront beaucoup de temps. Après s'être séparés, Charlotte révèle à Haruto qu'elle a prévu une sortie spéciale avec lui. Enchantée par l'idée de passer un moment mémorable avec sa petite sœur,
Haruto accepte. Ensemble, ils visitent des magasins, dégustent de la nourriture de rue, et Haruto achète même un collier pour Charlotte. Au coucher du soleil, Haruto poursuit Charlotte, qui entre accidentellement en collision avec quelqu'un. Haruto découvre alors que cette personne est la femme aux cheveux argentés rencontrée plus tôt. Cependant, la femme ressent une immense quantité de mana émanant de Haruto, ce qui l'intrigue. Ne voulant pas être découvert, Haruto affirme qu'il n'a qu'un niveau 2 en mana. La femme, confuse, s'excuse et s'éloigne précipitamment, expliquant qu'elle ne veut pas être en retard pour un entretien d'embauche. Alors qu'elle s'éloigne, Charlotte mentionne qu'elle ressent quelque chose de familier chez cette femme, ce qui intrigue Haruto. Il se demande si Lisa et Charlotte perçoivent une connexion qu'il n'arrive pas à comprendre. En passant à Haruto dans sa nouvelle chambre d'étudiant, il parle avec son clone qui a prétendu être lui. Ce dernier lui révèle que l'école exige qu'Haruto passe un examen pour évaluer les compétences des étudiants. Ayant cru qu'il en était exempté, Haruto a soudain une idée, se demander s'il pourrait être expulsé en obtenant de mauvaises notes à l'examen à venir. Se faufilant jusqu'à la salle d'examen pour éviter toute interaction sociale, Haruto est effrayé lorsqu'un professeur l'appelle pour le surveiller. Alors qu'ils entrent en classe, Haruto est choqué par la grandeur de la salle, se sentant déjà épuisé rien qu'à imaginer la foule qu'il devra affronter. Décidé à échouer intentionnellement, il reçoit les feuilles d'examen et commence à parcourir les premières pages. Il y inscrit volontairement de mauvaises réponses, mais lorsqu'il arrive à la section sur la manipulation des barrières, il décide de répondre correctement à quelques questions. Il passe facilement cette section et arrive aux dernières pages qui portent sur la magie ancienne. Se souvenant de ses études à domicile, il se rappelle qu'un auteur célèbre avait écrit d'incroyables ouvrages sur le sujet. Haruto réalise qu'il pourrait avoir trop écrit sur cette partie de l'examen. Lorsque le professeur récupère ses copies, elle annonce qu'ils vont maintenant évaluer la capacité de mana d'Haruto. En chemin, il pense à quel point ce sera embarrassant lorsqu'ils découvriront son faible niveau de mana. En entrant dans une autre pièce, Haruto entend une voix mais ne voit personne. Il regarde en bas et découvre une enseignante de petite taille qui lui parle. Après l'avoir observée de haut en bas, la petite enseignante, qui se présente comme Tearieta Luzeyanel, le complimente sur son apparence avant de le réprimander pour avoir regardé de haut sa silhouette enfantine. Tearieta menace d'envoyer Haruto chez lui s'il continue à la mépriser, mais cette perspective réjouit Haruto, car il pense que se faire expulser pourrait être facile. Voyant sa joie, Tearieta l'accuse d'avoir des pensées déplacées à son égard mais admet qu'elle ne s'en offusque pas vraiment. En se concentrant sur l'examen, elle analyse les réponses d'Haruto, devenant soudain sérieuse. Elle installe une boule de cristal et demande à Haruto de poser sa main dessus et d'y injecter autant de mana que possible. Cependant, la boule de cristal éclate, débordant de magie. En regardant Tearieta, Haruto espère être expulsé pour avoir détruit un bien de l'école, mais Tearieta et le professeur réalisent que la boule de cristal détruite était une pierre rare. De plus, le mana d'Haruto a dépassé sa capacité. Tearieta révèle que ses réponses à la section des barrières étaient parfaites et que celles sur la magie ancienne correspondaient presque mot pour mot à ses propres écrits. Haruto comprend alors que les livres qu'il a lus chez lui ont été écrits par Tearieta elle-même et qu'elle avait planifié cette évaluation secrète pour en faire son disciple. Sachant qu'il n'avait pas besoin de passer ses examens, Haruto refuse l'offre de Tearieta et retourne dans sa chambre, où il raconte tout à son clone. Ils conviennent tous deux de continuer à travailler dur pour être expulsés et retrouver une vie paisible. Lors de la cérémonie d'ouverture, le clone d'Haruto reçoit une arme de char, affirmant qu'Haruto la lui a donnée pour sa protection. Le clone explique qu'il a été nommé Haruto C, qu'il partage tous les souvenirs d'Haruto mais n'a aucune capacité magique. Après avoir assisté à la cérémonie, Haruto retourne précipitamment dans sa chambre, évitant un groupe d'étudiants pour ne pas attirer l'attention. En se retournant soudainement, l'un des extravertis interpelle une fille aux cheveux argentés devant Haruto. Réalisant qu'il s'agit de la même fille qu'il a croisée plusieurs fois, l'extraverti exige qu'elle et Haruto le saluent, révélant qu'il est le vice-président, Schneider. Ne voulant pas participer à cette conversation, Haruto invente un mensonge, prétextant des problèmes d'estomac pour s'excuser. Schneider, offensé, commence alors à incanter un sort de feu. S'élançant, Haruto tente d'esquiver le sort de feu, mais il est frappé directement par derrière, ce qui satisfait Schneider qui finit par partir. Cependant, Haruto se relève nonchalamment, heureux de constater que la magie de barrière d'Haruto fonctionne. Tout le monde est stupéfait de voir qu'Haruto n'a aucune égratignure. Essayant de prétendre que le sort de feu l'a quand même blessé, Haruto provoque involontairement Schneider, ce qui pousse la fille aux cheveux argentés à demander à Haruto s'il va bien. Ignoré par les deux, Schneider commence à incanter un sort de feu plus puissant, obligeant Haruto à sortir son arme et à tirer une balle interceptant le sort de Schneider, créant une grande explosion de lumière et donnant à Haruto le temps de s'enfuir. De retour dans sa chambre, tout cabossé, Haruto s'excuse auprès de son clone et lui demande de faire une pause. Tandis qu'il réfléchit à ce que son clone vient de vivre, Haruto réalise qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette école. Ce soir-là, Haruto reçoit une lettre. Alors qu'il essaie de la refuser,
Il apprend qu'il s'agit d'un défi en duel de la part du vice-président Schneider, mettant en jeu leur nom de famille. Comme avertissement, le messager de Schneider suggère à Haruto de prendre le duel au sérieux pour au moins éviter de ternir le nom de sa famille. Pendant ce temps, la fille aux cheveux argentés observe la scène de loin. De retour dans sa chambre, Haruto commence à réfléchir à des moyens de perdre intentionnellement tout en livrant un combat honorable. Mais il aperçoit soudain la fille aux cheveux argentés montée dans le même carrosse que le messager de Schneider. Cette nuit-là, la fille aux cheveux argentés rencontre Schneider et s'excuse, assumant toute la responsabilité de sa blessure. Pensant à sa blessure, Schneider, furieux, lance violemment sa boisson sur l'étudiant qui essaie de le soigner. Lorsqu'on lui demande s'il pourrait annuler le duel avec Haruto, Schneider déclare qu'il ne le fera que si la fille aux cheveux argentés se déshabille et danse. Avalant sa fierté, la fille aux cheveux argentés commence à se déshabiller. Schneider et ses hommes s'excitent, mais Haruto intervient soudainement, ayant pris une autre apparence. Il réprimande la fille aux cheveux argentés pour sa stupidité et lui ordonne de rentrer chez elle, promettant de s'occuper de la situation. Se tournant vers Schneider, Haruto se présente comme Shiva, le chevalier noir, déclarant qu'il se trouve dans son domaine spécial où personne ne peut venir en aide à Schneider. Lorsque Schneider tente d'attaquer Haruto, ce dernier lui lance simplement une barrière maudite qui le met à genoux. Haruto accuse Schneider de ses mauvaises actions, utiliser son autorité de supérieur pour forcer les autres à lui obéir, défier des étudiants de rang inférieur en duel et harceler sexuellement des filles. Pour ces trois péchés, Haruto explique que la malédiction qu'il a jetée sur Schneider l'empêche de lancer tout sort, et qu'en cas de tentative de la retirer, elle lui infligera de la douleur. En guise d'avertissement, Haruto exige que Schneider annule le duel avant de disparaître et de retourner dans sa chambre. Les hommes de Schneider tentent de retirer le sort, mais Schneider souffre énormément, jurant qu'il traquera Shiva, le chevalier noir.